Le débat sur LCI, bonjour à tous, soyez les bienvenus. La rentrée politique, les radars, les champions du monde décorés ou pas d'ailleurs, c'est au menu du duel de ce soir entre Tuc Dualdoni et Olivier Gracia. Bonjour à tous les deux, merci d'être ici sur LCI. L'heure de la rentrée alors a sonné, Emmanuel Macron quittera le fort de Brégançon demain pour retrouver l'Elysée. Sa rentrée s'annonce extrêmement, mais vraiment extrêmement chargée. Le menu avec Fiona Campanini. Résolution de rentrée pour le président, garder le rythme. Ça, ne croyez pas une seconde que je compte le ralentir ou le dévier. Des réformes qui s'enchaînent, c'est la méthode Macron. La rentrée sera marquée par un premier conseil des ministres mercredi et un séminaire dans les prochaines semaines pour fixer le calendrier des mois à venir. Parmi les dossiers brûlants, la réforme de la Constitution, sans doute la plus difficile à faire passer. C'est cette révision constitutionnelle qui pose un certain nombre de problèmes en termes de droit du Parlement, en termes d'indivisibilité de la République. Tous ces sujets-là, couplés avec l'affaire Benalla, si jamais il devait revenir sur le tapis dès le mois d'octobre, eh bien, serait une formidable caisse de résonance pour l'opposition. Au programme aussi la loi Pacte, censée rendre l'économie française plus compétitive. Un terrain maîtrisé par le président. Il y a nécessité de montrer que malgré un climat, un contexte politique qui est aujourd'hui un peu plus difficile avec un rapport de force qui a permis à l'opposition quelque part de se faire réentendre, qu'il n'entend en rien changer le rythme de ces réformes et notamment de ces réformes économiques. Constitution, retraite, hôpitaux, d'importants dossiers attendent Emmanuel Macron. Sur fond d'une impopularité croissante, en juillet, seuls 36% des Français se déclaraient satisfaits de leur président. On parle d'une rentrée extrêmement chargée, comme d'habitude ou pas? Celle-ci, elle est spéciale? Comme d'habitude, parce qu'effectivement, les rentrées sont toujours le moment où on réenclenche la machine législative. Après, la spécificité du quinquennat d'Emmanuel Macron, certains n'aiment pas le terme dans sa majorité, mais on peut parler de réformisme radical. C'est-à-dire qu'effectivement, Emmanuel Macron a décidé de placer son quinquennat sous les auspices de réformes nombreuses, structurelles, importantes et donc parfois radicales. Et le début de la phase 2 du quinquennat ne va pas déroger à la règle. Il y a eu un embouteillage législatif la première année qui fait que certaines lois ont été déportées sur la deuxième, avec la loi par exemple sur la réforme constitutionnelle à cause des commissions d'enquête parlementaires sur l'affaire Benalla, mais aussi d'autres comme la loi Pacte qui devait être votée en avril, dont votre sujet parlait, la loi de Bruno Le Maire, et qui, pour des raisons strictement calendaires, ont été reportées à la saison 2 d'Emmanuel Macron. Donc ça sera particulièrement chargé quand même en raison du style de présidence d'Emmanuel Macron. Réformisme radical, vous êtes d'accord avec l'expression de Tuc Dualdoni? Je suis assez d'accord. En effet, Emmanuel Macron n'a pas montré un autre visage que celui-ci jusqu'à maintenant. Et je pense qu'il va encore plus accélérer les choses. En plus, il a réussi quand même à faire adopter ces différentes réformes. C'est-à-dire que l'opposition de la rue qu'attendait Jean-Luc Mélenchon n'a pas réellement eu lieu. Alors, elle aura peut-être lieu dans les réformes à venir. Mais aujourd'hui, en effet, Emmanuel Macron est plutôt serein. Il a l'impression que les Français, malgré tout, le suivent dans ces réformes, que les Français ont compris la nécessité de moderniser, simplifier l'administration, les hôpitaux, la question du budget, la question aussi du déficit public. Donc, en effet, il y a chez Emmanuel Macron une forme de rationalisme, finalement, par rapport au fait que mes prédécesseurs n'ont jamais eu le courage ou l'audace de changer cela. Moi, j'y vais jusqu'au bout. Donc, en effet, on a plus l'impression parfois d'avoir un chef d'entreprise qui prend une entreprise en déficit et qui doit la ramener vers un but profitable, sauf qu'aujourd'hui, la question de la santé et d'autres questions également ne sont pas des produits marchands. On a un peu des difficultés aujourd'hui à comprendre ce que va faire Emmanuel Macron. Quand on parle des hôpitaux, on en parlera peut-être par la suite, notamment ce que disait la ministre, il disait le but n'est pas de faire des économies, mais d'améliorer la qualité de service. Alors qu'en réalité, on sait que l'objectif premier du gouvernement est de quand même de diminuer les dépenses publiques et donc d'optimiser, donc à voir comment on peut, pour de tels secteurs, faire les choses de manière raisonnable et de manière perfectible. C'est vrai que parfois ça paraît insoluble. Alors vous dites un Emmanuel Macron finalement assez serein. Ces dernières semaines, on avait quand même cette impression, d'où notre impression que cette rentrée allait être extrêmement chargée, d'accord, mais compliquée aussi. On avait cette impression que cette sérénité, elle était plus vraiment d'actualité. On n'est quand même pas effectivement dans la même sérénité qui a prévalu à son arrivée au pouvoir. Emmanuel Macron a été, mine de rien, bien élu face
à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Et puis surtout, il bénéficiait d'un sentiment de lassitude, pour pas dire pire, face au quinquennat de François Hollande. Donc il arrivait sous les meilleurs auspices avec l'onction et la grâce du renouvellement qu'il pouvait incarner. L'année a terminé un peu en capilotade avec l'affaire Benalla. Effectivement, la réforme des ordonnances sur le code du travail ou même celle de la SNCF qui a été un peu plus frictionnelle, mais néanmoins ce sont deux réformes importantes qu'il a réussi à passer sans trop d'encombre, avec pas trop de monde dans la rue et avec, vous le rappeliez, une opposition qui n'a pas réussi encore à trouver le bon ton, en tout cas du côté de la France insoumise notamment. Et là, la deuxième phase, écoutez, voilà, il arrive avec à nouveau son train de réforme, mais l'espèce d'état de grâce qui est terminé, puis l'espèce de petite tâche quand même qu'a constitué l'affaire Benalla sur la fin de la première année. Et c'est une tâche assez symbolique. Les macroniens n'ont pas arrêté de dire au début de l'été que ça ne disait rien de la présidence d'Emmanuel Macron, pour reprendre les mots d'Édouard Philippe le 24 juillet lors de son intervention à l'Assemblée nationale, au moment où tous les présidents de groupe l'ont interrogé pendant les questions au gouvernement sur l'affaire Benalla. Il a dit ça ne dit rien de la présidence d'Emmanuel Macron. Mais bien sûr que si. En tout cas pour les Français et pour un certain nombre de Français, ça a dit quelque chose. Ça a dit, tiens, est-ce qu'on n'est pas face à un président qui gouverne trop seul? Est-ce qu'on n'est pas face à un président qui finalement n'a pas tant que ça renouvelé les pratiques? Est-ce qu'on n'est pas face à un président qui a une majorité politique assez atone, puisqu'on a attendu pendant 4-5 jours après les révélations du Monde le 18 juillet que la majorité parlementaire, les ministres montent au filet pour défendre Emmanuel Macron et la Macronie. Et cette affaire a un peu interrogé et interloqué les Français. Donc ça, c'est un peu le bruit de fond sur lequel est arrivé Emmanuel Macron. Et puis on a des résultats économiques qui sont pas si bons que ça, avec un taux de chômage qui stagne et une croissance en net recul par rapport aux prévisions. Et alors ça s'explique par des raisons conjoncturelles. Oui, sauf que la transformation économique et sociale, c'est la base musicale du macronisme. C'est-à-dire que le macronisme n'est pas arrivé avec un projet régalien comme avait pu être le sarkozysme. La promesse d'Emmanuel Macron, c'est une promesse économique et sociale. Est-ce qu'il n'y a pas une sonnette d'alarme qui est en train d'être tirée, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé entre résultats économiques et l'affaire Benalla, et qu'il y a peut-être une autre impulsion qui va être donnée? Mais Emmanuel Macron a bénéficié d'une bienveillance un peu au-delà de la moyenne. Là, il va retomber sur un jugement plus normal dans ce dont on a l'habitude dans la Ve République. Je pense que, d'ailleurs, au vu de sa cote de popularité, elle n'est pas encore catastrophique. On n'est pas encore à des niveaux comparables à ceux qu'avaient pu connaître François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac à leur fin de règne. Là, Emmanuel Macron arrive avec quand même encore quelques points de confiance dans l'opinion, mais cependant, effectivement, clairement, l'état de grâce de la première année est terminé. Terminé, Olivier Garcia. Vous avez raison, c'est vrai qu'il est terminé. Après, Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix que de montrer un visage de sérénité. Qu'on le voit dans sa manière dont il a géré l'affaire Benalla, certes de manière très maladroite peut-être, mais il a voulu montrer par la suite de cette affaire qu'il était en effet à l'aise à l'idée de communiquer sur cette affaire, de dire que Benalla finalement a rendu des bons services à la présidence et a balayé ça un peu d'un revers de main, de manière un peu méprisable d'ailleurs à l'égard de l'opposition, à l'égard des journalistes, à l'égard des Français. Et donc il affiche, peut-être que c'est pas son intime conviction, évidemment Emmanuel Macron doit être angoissé à l'idée de cette rentrée, angoissé à l'idée que peut-être Jean-Luc Mélenchon va enfin voir cette spontanéité des foules contre Emmanuel Macron. Mais la réalité de communication aujourd'hui sur Emmanuel Macron, c'est qu'il a besoin de montrer que le train de réforme ne va pas s'arrêter et ne va surtout pas buter sur des affaires comme celle de l'affaire Benalla. Donc son intérêt premier est de montrer qu'il est aussi serein aujourd'hui qu'il l'était hier. Sinon, finalement, sa politique n'a aucune raison d'être. En effet, on ne peut pas juger Emmanuel Macron sur 1 an et demi de présidence. C'est ce qu'il rappelle souvent. On a besoin de voir ça sur un temps long. Vous avez raison, Emmanuel Macron mise non pas sur des promesses régaliennes, mais sur des résultats économiques. D'ailleurs, Trump, lui, les a déjà aux États-Unis. Donc, la cote de plata de Trump, étonnamment, bon, pas étonnamment, parce que finalement, les Américains adorent l'économie, donc économie first. Donc, il recommence à réapprécier Trump. Mais en tout cas, Emmanuel Macron attend ce même coup de chance, donc conjoncturel, pour revoir sa cote augmenter, dire voilà, mes promesses portent, les résultats sont là. Et en effet, il attend ce gain de confiance des Français par les résultats. Mais tant qu'il n'aura pas ces résultats, en effet, il aura du mal à regagner la confiance des Français. Mais est-ce que de manière générale, la deuxième année est plus difficile que la première pour chaque président? Toujours, bien évidemment. L'erreur, toujours. Alors après, la leçon
leçon qu'a tirée Emmanuel Macron de cette règle d'airain qui fait que c'est toujours plus compliqué après qu'au début, c'est qu'il a voulu faire beaucoup la première année. D'ailleurs, par exemple, François Fillon, pendant sa campagne présidentielle, prônait la même chose. Il disait qu'il faut profiter des premiers mois pour lancer toutes les réformes compliquées et ce qui leur paraissent nécessaires pour effectivement faire avaler la pilule. Là, il lui reste quand même quelques gros morceaux, malheureusement pour lui, avec par exemple la réforme des retraites qui va arriver sur la saison 2018-2019. C'est une réforme qui peut mettre du monde dans la rue. Alors peut-être se dit-il qu'il a réussi à faire passer les ordonnances de réforme de Code du travail qui était en gros une loi El Khomri x10. C'est-à-dire que ce qui avait mis du monde dans la rue au moment du quinquennat de François Hollande avec la loi El Khomri sur la réforme du travail, Emmanuel Macron, grâce à Muriel Pénicaud peut-être, sa ministre du Travail qui a fait peut-être un effort de pédagogie et surtout puis avec l'état de grâce dont bénéficiait Emmanuel Macron, oui, il a fait tout, ils ont réussi à faire passer cette réforme par exemple compliquée. Mais là, voilà, il y a bien des choses qui peuvent mettre du monde dans la rue. Il y a la réforme des retraites, il y a l'organisation de l'islam qui va être aussi un gros morceau sur le plan régalien. Ça ne va pas être une loi, mais ça va être des discours, ça va être une réforme organisationnelle, ça va être une réforme un peu culturelle, si on peut me permettre l'expression. Et tout ça, ça peut hérisser les gens. Il y a aussi la PMA qui arrive, les lois bioéthiques. Alors Emmanuel Macron a choisi une méthode complètement antagoniste à celle qui avait été celle de Christiane Taubira, c'est-à-dire on joue l'apaisement, on fait des états généraux de la bioéthique très très longs, on joue le temps long, on reçoit et on surcouve d'attention les opposants, que ce soit les opposants d'associations catholiques ou celles d'émanation de la Manif pour tous. Donc il veut absolument pas froisser les foules sur cette question-là, mais néanmoins au moment où la PMA arrivera au Parlement, il y aura quand même du monde de prêt à débattre. Et d'ailleurs dans les débats qu'il y a eu au moment des états généraux de la bioéthique, il y a eu tout un tas de débats qui sont passés complètement hors des radars, mais des petites manifestations de 200 à 300 personnes dans les villes avec des professeurs, des gens de la majorité qui venaient expliquer la réforme. Il y avait du monde, donc ça c'est des gens qui sont prêts à manifester. Donc il a réussi un gros morceau économique et social sur la première année. Après, la deuxième année va lui réserver aussi quelques frissons et quelques sueurs à la fois sociales et sociétales. Mais on a vu, vous en avez égrené quelques-unes, des lois ou des moments forts qui sont attendus, et hautement périlleux d'après ce qu'on vous comprend, ce qu'on entend de votre discours. Il y a aussi le vote du budget, la réforme constitutionnelle, la loi Pacte dont on a parlé, le plan pauvreté, la réforme des hôpitaux, celle des retraites, vous l'avez dit, une loi pour les salariés. Qu'est-ce qui vous semble à vous le plus délicat dans tout ça ? Les retraites, ça a toujours été un sujet un peu houleux. En France, on l'a vu par les différents quinquennats, les différentes propositions. Tous y sont passés et tous ont failli quasiment y perdre la tête. Donc c'est le sujet épineux, compliqué, surtout que Macron a déjà touché à la question des retraites indirectement par l'augmentation de la CSG, donc a déjà réussi à mobiliser des gens dans la rue et ça n'a pas joué en sa faveur en termes de popularité. Donc c'est un sujet qui est très épineux, c'est un sujet compliqué en plus. Il promet de simplifier et d'unifier les systèmes de retraite français, alors qu'il en existe, je crois, plus d'une vingtaine. Donc finalement, c'est un défi herculéen, finalement, que de vouloir faire ça. Donc je pense que c'est l'un des sujets, selon moi, qui sera le plus sensible, avec peut-être aussi le plan pauvreté, où la France insoumise va se mobiliser. Ouais. Et c'est là qu'on va voir, vous pensez, comme vous l'avez dit, il y avait l'état de grâce, peu de personnes dans la rue, finalement, dans cette première année du quinquennat d'Emmanuel Macron, ça risque de changer. Sur les retraites, sa méthode va pouvoir permettre peut-être de déminer un peu une grogne sociale, parce que en gros, il a nommé un haut commissaire aux retraites qui s'appelle Jean-Paul Delevoye, et qui lui donc ne fait pas partie du gouvernement, mais a un statut de très haut fonctionnaire qui est quasiment comparable à celui d'un ministre ou d'un secrétaire d'État. Et en fait, Jean-Paul Delevoye, qui est un ancien ministre de Jacques Chirac, qu'est-ce qu'il a fait pendant toute l'année sans que ça se sache trop, puisque sa fonction est quand même moins exposée que celle d'un ministre. Il a discuté avec les partenaires sociaux, patronat, syndicats, il les a reçus quasiment toutes les semaines, et il a fait de la co-construction finalement dans cette réforme des retraites, même si, comme le rappelait Olivier, le but est d'égaliser, si je puis dire, les différents systèmes de retraite, ce qui est d'ailleurs sur le fond une promesse ou une ambition qui n'est pas contestable, puisque effectivement c'est pas normal qu'à euros cotisés comparables, quelqu'un qui travaille dans tel ou tel secteur ait une retraite plus favorable que l'autre. Voilà, c'est quand même à la base un souci qui devrait quand même plaire à la gauche. Mais néanmoins, ils trouveront forcément des failles dans le système. Alors donc le fait de travailler avec Jean-Paul Delevoye en amont, ça permet quand même
pas d'acheter bien évidemment, mais de dire aux syndicats, leur montrer qu'on travaille avec eux et de pouvoir anticiper leurs demandes, leurs grognes, leurs désaccords. Et théoriquement, Jean-Paul Delevoye est censé mettre tout ça sous l'été noir. Et ensuite, se posera la question du choix du ministre, ou de la ministre pour porter la réforme. Aujourd'hui, c'est Agnès Buzyn qui est la ministre de la Santé et des Affaires sociales et qui est censée porter le chantier. En off, il y a quand même quelques députés, voire ministres, qui soufflent l'idée à Emmanuel Macron ou aux journalistes qui sont censés en tout cas suivre la Macronie, que Agnès Buzyn va être très exposée avec le plan pauvreté, avec les projets de loi bioéthique, dont on vient de parler, puisque c'est elle qui devrait le porter, et que donc peut-être que ça ne serait pas totalement illogique que Muriel Pénicaud, qui est actuellement ministre du Travail et, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a plutôt bien réussi les ordonnances Code du Travail, se voit adjoindre à son titre de ministre du Travail celui des Affaires sociales. Et ainsi être l'incarnation, dans la foulée de la loi sur les ordonnances de travail, de la réforme des retraites, avec l'expérience qui a été la sienne, de négociation avec les partenaires sociaux. Donc, au-delà du fond de la réforme qui provoquera forcément des tensions, il y a une question de méthodologie aussi qui peut permettre de contourner la grogne. Que vous avez l'air de louer. Quand même. Oui, parce que je trouve que c'est effectivement assez intelligent de procéder comme ça. C'est-à-dire que ce soit les partenaires sociaux, les corps intermédiaires, l'opinion, personne n'aime être pris à défaut, à revers. Le peuple conservateur de droite n'avait pas aimé avec François Hollande d'être pris à revers où tout d'un coup cette loi était sortie un peu ex nihilo. Bien sûr, ça faisait partie des 60 engagements de campagne de François Hollande, mais très vite il l'a lancé, et très vite de manière un peu urticante, sans concertation. On ne perd jamais en politique à jouer sur le temps long, à jouer sur la concertation et à surtraiter les corps intermédiaires. Olivier Gracia, vous avez raison. Alors, je ne sais pas si la méthode est bonne, mais vous avez raison sur un truc, c'est qu'Emmanuel Macron ne veut pas se risquer à revoir la France qu'on avait vue contre le mariage pour tous dans la rue, parce qu'Emmanuel Macron picore aussi un peu partout. La réalité est électorale aussi, c'est qu'Emmanuel Macron ne veut pas se risquer à froisser une partie de la population française qui a sûrement pu voter pour lui lors des précédentes élections et qui pourrait voter pour lui aux prochaines. En fait, c'est un peu le piège et la qualité d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a réussi à rassembler des gens qui dès lors ne s'entendaient pas, qui réfléchissaient à une logique de classe, de parti. Il a réussi à réunir quand même certaines sensibilités qui étaient hier un peu différentes d'un objectif de croissance et de réussite du pays. Donc aujourd'hui, c'est dangereux pour lui. Donc c'est pour ça qu'il le fait avec méthode et méthodologie, vous l'avez raison. Il ne veut pas prendre le risque de se couper d'une partie des Français, donc il fera tout pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Après, la réalité sera peut-être différente. La France insoumise va peut-être jouer un rôle presque insurrectionnel sur ces questions-là. Mais en tout cas, Emmanuel Macron n'a clairement pas intérêt à diviser la France sur les sujets qu'il va aborder à la rentrée. Ouais. Rentrée donc pour Emmanuel Macron, rentrée plus généralement pour tous les partis politiques. Vous avez tous parlé de ce Macron en deux. C'est aussi le cas pour l'opposition. Tous les partis se sont remis en cause après cette victoire finalement inattendue l'année dernière. Et cette année, il cherche à exister tout simplement parce que le PS est inaudible, les Républicains sont divisés, le Rassemblement national pourrait déposer le bilan. C'est grave, docteur ? Sur le dépôt de bilan quand même du Rassemblement national, effectivement... il y a peut-être une dramatisation. Voilà, le Front National, l'ex-Front National, aujourd'hui Rassemblement national, je pense quand même, n'est pas là de faire faillite. Ils ont un énorme problème financier. Ouais. D'ailleurs, ça pose un problème démocratique de savoir à partir de quel moment, et ça a été soulevé même par des gens du Parti Socialiste comme Rachid Temal, de dire, pour opposants politiques qu'il était avec le Front National ou le Rassemblement national, de soulever la question de l'aspect judicieux, qu'un juge mette en demeure un parti comme ça à titre préventif et lui confisque ses subsides, c'est pas un très bon signal envoyé d'un point de vue démocratique, même si le Front National, s'il a commis des erreurs, notamment dans le dossier des assistants parlementaires au Parlement européen, de détournement ou de contournement d'utilisation de fonds publics, devra payer ses amendes. Après, là, on est plus dans quelque chose de judiciaire, de financier, mais il y a un problème de fond qui touche à l'humanité tout entière. C'est l'individualisme des gens aujourd'hui dans nos sociétés. Faire partie d'un parti, c'est comme faire partie d'une association, c'est faire partie d'un corps social, d'un groupe. Aujourd'hui... tout ça a changé. C'est même pas l'élection d'Emmanuel Macron qui a changé, c'est juste la société. Je pense qu'Emmanuel Macron accélère ça, d'une part parce qu'il a montré électoralement qu'on pouvait devenir président de la République quasiment ex nihilo en fondant un mouvement un an après, mais aussi parce que philosophiquement, la philosophie d'Emmanuel Macron
Macron, comme le disent ses amis un peu pompeusement, c'est l'holistique de l'émancipation. C'est-à-dire de favoriser pour l'individu les conditions qui créeront son émancipation. Mais entre l'holistique de l'émancipation et l'individualisme, la frontière est un peu ténue. C'est-à-dire que, en gros, dirait la gauche, c'est à chacun de se battre dans une société un peu compétitive, dans un monde nomade, et à partir du moment où, ok, chacun part avec les mêmes armes que lui offre la société, mais après c'est une compétition, il y a un côté un peu capitalistique, de management anglo-saxon là-dedans, que le meilleur gagne. Or, la tradition sociale française, c'est aussi une tradition, mine de rien, un peu collectiviste, et en tout cas de faire en sorte que la société puisse aider l'individu, le porter, le protéger le cas échéant. Et les partis politiques, comme les syndicats, comme les associations, comme les corps sociaux, que peuvent être même l'Église ou d'autres corps sociaux, sont aussi là pour aider les gens, pour aider la personne qui est faible, pour le protéger de la meute, pour le protéger des impératifs sociaux et économiques. Et les partis politiques, je crois aussi, fondamentalement, souffrent de cette individualisation de la société. Et aujourd'hui, on se dit, à quoi bon militer dans un parti politique? Après, on parlera du problème des incarnations aussi, hein. Mais fondamentalement, pourquoi aujourd'hui, en 2018, on va militer dans un parti politique, alors que quelque part, si je me débrouille bien tout seul dans ma vie de tous les jours, avec mes réseaux sociaux, avec mes quelques amis, avec mon boulot, avec mon compte en banque, avec ma mobilité, avec mon adaptabilité au monde tel qu'il est, j'ai pas besoin qu'un parti verticalement comme ça vienne me représenter. Olivier Gracia. Je suis d'accord sur le désamour un peu de la fraternité, de la solidarité finalement. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les partis politiques traversent une faillite, vous l'avez dit, presque humaine finalement, où leurs ambitions ne sont plus en adéquation avec cette foi inébranlable dans la réussite individuelle, portée par Emmanuel Macron mais portée par le monde dans lequel on vit. De la Startup Nation, c'est vrai, de pouvoir réussir en partant de rien, si les conditions sont bonnes pour s'enrichir économiquement, spirituellement, socialement. C'est le modèle américain, c'est le rêve américain finalement qui s'émancipe et qui gagne aussi le continent européen, qui gagne aussi le cœur des Français. Des jeunes qui veulent s'en sortir par eux-mêmes sans avoir l'aide d'une structure familiale, religieuse ou politique. Mais alors, pour revenir sur le cas précis des partis politiques, on parlait du Front National, c'est intéressant, vous parliez de faillite financière, mais une faillite idéologique aussi, qui est évidente au Front National. Il ne faut pas oublier que Marine Le Pen a perdu Philippot, qui était son plus fidèle cerveau et lieutenant, qui a amené une part de socialisme de cette manière au Front National, avec un État jacobin, protectionniste, protecteur, avec cette idée aussi de nationalisation des entreprises, etc. Donc Philippot avait apporté une dimension presque socialiste au Front National. Aujourd'hui, Philippot est parti, Marine Le Pen se retrouve seule. La ligne idéologique du Front National n'est plus claire du tout, on ne sait plus ce qu'ils pensent, ils ont énormément de divisions internes. Marion Maréchal Le Pen, qui n'est plus dans la vie politique, mais qui a fondé une académie des sciences politiques à Lyon, donne l'impression de se réintéresser toujours aux faits publics. Donc évidemment, le Front National est dans une impasse complète. Les Républicains, on n'a pas encore parlé, mais Laurent Wauquiez a du mal à trouver cette incarnation qu'on recherche souvent à droite, du chef, de l'autorité. Il a beaucoup de mal à s'imposer. Il doit faire front à toutes ces personnes qui soutiennent Macron par pragmatisme économique, par pragmatisme politique. La gauche, le Parti socialiste, pareil, est complètement éclaté. On n'a plus aucune figure aujourd'hui. Olivier Faure est premier secrétaire du Parti socialiste. Peu de Français le connaissent, il n'est pas visible. Aujourd'hui, on parle davantage d'un retour de François Hollande en 2022 que d'une possible élection d'Olivier Faure. C'est dire la situation des partis politiques aujourd'hui. Alors, en effet, il y a un phénomène de désamour peut-être des Français par rapport à ces structures, mais c'est des structures qui sont aussi tuées elles-mêmes par la guerre des chefs, la guerre des égos. Quand on regarde la primaire de la droite par rapport aux dernières élections, les débats étaient limités, enfin même intellectuellement. C'était que des saillies entre candidats, que des bons mots, des petits mots. Et finalement, on avait l'impression qu'aucun ne portait un projet, qu'ils étaient tous là pour s'assassiner les uns les autres. Et je trouve que les partis ont aussi été fatigués, malmenés par ces chefs qui ont mené des guerres d'ego, qui ont mené ces partis à cette chute qui était finalement inévitable. Je ne suis pas d'accord quand même sur les primaires, d'ailleurs que ce soit de la droite ou de la gauche. Le résultat des primaires est assez contestable, ou en tout cas signe l'échec d'aujourd'hui. Mais sur le processus qui a été celui des primaires de la droite, où vous aviez quand même le fillonisme qui était une idéologie conservatrice de droite libérale très identifiée, le juppéisme, un peu la politique des accommodements raisonnables avec je dis pas qu'il n'y a pas d'idéologie dans les candidats. Honnêtement, les débats ont été plutôt d'assez bon niveau, j'ai trouvé.
Et quant à la primaire de la gauche, elle a donné lieu à vraiment une clarification un peu stupéfiante idéologique avec la victoire de Benoît Hamon. Mais disons que la social-démocratie s'est un peu sabrée en direct avec le choix d'un homme qui était quand même très à gauche de ce dont nous avait habitué la gauche de gouvernement depuis des années. Mais même François de Rugy, qui était candidat à l'époque au titre... d'anciens membres d'Europe Écologie Les Verts, avaient des positions tout à fait différentes de celles que pouvait être Manuel Valls, qui était cette gauche très laïque, pareil, très compatible avec l'économie de marché. Donc moi, j'ai trouvé que ces moments-là ont été très forts. En revanche... pour quel résultat Oui, mais alors, ce qui a découlé ensuite, c'est un problème judiciaire pour François Fillon, donc avec un crash de sa campagne. Benoît Hamon qui a flatté peut-être les bas instincts de l'électorat de gauche pendant la primaire, mais qui finalement a laissé un peu ensuite la gauche mainstream, pardon pour cet anglicisme, mais en déshérence ensuite, et qui s'est massivement tournée vers Emmanuel Macron. Effectivement, vous avez aujourd'hui, là où je vous rejoins, des problèmes idéologiques dans chaque parti, puisque au-delà des problèmes d'incarnation, les droites ne savent plus encore où elles habitent. Laurent Wauquiez sur la question de l'Europe, par exemple, je pense pour l'opinion c'est assez illisible. On ne sait pas encore s'il est europhobe, s'il s'est converti à l'europhobie, ou s'il reste dans la tradition de la droite de gouvernement quand même europhile ou pas trop eurocritique. Vous avez le Parti socialiste effectivement qui est obligé d'un peu de déborder sur sa gauche, parce que Olivier Faure, qui est l'actuel premier secrétaire du Parti socialiste, initialement c'est quand même quelqu'un d'assez social réformiste, qui est vraiment le socialisme bon teint, clairement. Et comme il a face à lui Emmanuel Macron, il est obligé d'en rajouter des tonnes pour jouer à l'opposant. Et puis vous avez aussi la France insoumise qu'on n'a pas mentionné, avec un Jean-Luc Mélenchon qui peut-être est un peu trop sur devant de la scène, une bonne incarnation, mais qui résultat met un peu derrière l'organisation de son parti et la ligne idéologique, dont parfois notamment sur les questions sociétales, on ne sait pas trop si ça flirte parfois avec les indigènes de la République, avec une gauche qui a des problèmes avec la laïcité. Ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Sur Marine Le Pen et Florent Philippot, je nie pas que Florent Philippot travaillait beaucoup et beaucoup plus que de nombreux cadres du Front National à l'époque où il était autour de Marine Le Pen. En revanche, étant donné les perspectives politiques qui sont les siennes aujourd'hui, je ne suis pas sûr que son créneau était non plus très porteur quand on voit la situation dans laquelle il est et les intentions de vote qu'il a aux élections européennes, et surtout son incapacité à garder les quelques maigres soutiens qu'il avait autour de lui, type Sophie Montel, l'eurodéputée, ou d'autres. Mais est-ce que le paysage politique français pourrait s'en trouver bouleversé ? C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après, et il va falloir apprendre à faire de la politique autrement. En fait, le risque que l'on a aujourd'hui à détruire le bipartisme, à savoir deux forces traditionnelles de la politique l'une contre l'autre, c'est de ne laisser le choix que d'Emmanuel Macron contre les extrêmes. C'est qu'on a l'impression aujourd'hui que si le Parti socialiste ne trouve pas une incarnation, si la droite républicaine ne trouve pas une incarnation, on aura certainement, aux prochaines élections, un Emmanuel Macron soit face à la France insoumise, soit face au Front National, et qu'on aura une forme de répétition de l'histoire où Emmanuel Macron sera en définitive la seule force républicaine, modérée si l'on veut, par rapport à deux extrêmes qui, eux, pour le coup, quelles que soient les défaillances des partis, quelles que soient les défaillances de personnes, gardent quand même un électorat qui pourra se manifester à nouveau. Donc on a l'impression d'être d'un nouveau bipartisme qui est la République d'Emmanuel Macron contre ces extrêmes, finalement. Et c'est le risque que l'on court si la droite républicaine et le Parti socialiste ne trouvent pas de solution. Et c'est vrai qu'en tout cas, Emmanuel Macron joue à fond cette carte, puisque évidemment, c'est dans son intérêt. Jean-Luc Mélenchon a été très mis en scène depuis le début du quinquennat. Ils sont 17, je crois, députés dans son groupe. Honnêtement, on n'entend que. Alors qu'il y a 110 députés, les Républicains. Ouais. La faute aussi aux Républicains de résoudre leurs problèmes d'ego, leurs problèmes idéologiques, la question de l'insincérité de la proposition politique de Laurent Wauquiez qui pose toujours question. Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable cyniquement au-dessus de tout ça en train de tirer les fils de la marionnette, mais il joue peut-être un jeu dangereux effectivement en jouant lui contre les populismes. Il va y avoir du pain sur la planche pendant les universités d'été de chacun des partis. On va parler maintenant des radars. Ces mal-aimés qui sont franchement détestés depuis le passage aux 80 km/h début juillet. Ils flashent 2 fois plus et les cas de vandalisme ont été multipliés par 4. Laura Cambeau. En Haute-Loire, de plus en plus de radars sont tagués, détruits ou couverts de sacs poubelles. Un phénomène constaté depuis l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires.
On a aujourd'hui 35 dégradations de radar constatées sur le département depuis le 1er janvier. Depuis le 1er juin, on a quand même une forte augmentation, puisqu'en mai, nous n'en avions que 16. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'effectivement, c'est une façon de contester ce passage à 80, puisque sur le département, notamment, les radars qui sont tagués pour la plupart sont sur des zones à 80 km/h. Une recrudescence de radars détériorés qui se constate sur l'ensemble du territoire. 4 fois plus de radars vandalisés que l'an dernier à la même époque. Dégrader un radar est un délit. Les vandales risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Au bout du compte, les factures de réparation ou de remplacement de radars seront aux frais du contribuable. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre parce que cette mesure des 80 km/h, elle a été faite à l'inverse, par exemple, de tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la réforme des retraites. Alors, pardon, on a de comparer des choses qui n'ont rien à voir, mais la réforme des retraites ou la bioéthique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de concertation, ça a été un comité interministériel, autant vous dire le degré assez élevé de la bureaucratie en France, qui, après quelques études, a fait cette proposition auprès du délégué interministériel à la sécurité routière et du Premier ministre de prendre cette mesure. Et Édouard Philippe s'en est saisi un peu subitement, bizarrement, parce que honnêtement, il a quand même parfois d'autres dossiers à gérer que celui de la sécurité routière, en tout cas de la limitation des vitesses en France, et contre vents et marées presque, puisque vous avez des ministres comme Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, qui est sénateur du Cantal et qui sait, lui, que dans la ruralité, cette mesure passerait mal. Vous avez eu quasiment toutes les semaines dans le Canard enchaîné cette année des échos élyséens, comme quoi Emmanuel Macron se lavait un peu les mains avec cette mesure et disait, bon, de toute façon, elle est bien estampillée, Édouard Philippe, c'est lui qui portera le poids de cette impopularité ensuite. Et donc, voilà, elle a été accouchée de manière précipitée, cette mesure, et de ce point de vue-là, on pouvait s'attendre à ce qu'elle passe mal. En plus, c'est une fois de plus une mesure où les Français voient quand même assez difficilement l'intérêt direct pour eux. Ils préfèrent qu'on leur trouve du travail et qu'on résolve leurs problèmes de sécurité plutôt qu'on leur dise combien de verres de vin ils doivent boire par jour, comme Madame Buzyn, la ministre de la Santé, ou à quelle vitesse, à 10 km/h près, ils doivent rouler, sachant qu'on a déjà beaucoup limité les vitesses en France et que dans d'autres pays comme l'Autriche, on vient de passer à 230 à 140 sur les autoroutes, qu'en Allemagne, il y a des portions d'autoroutes où la vitesse est quasiment illimitée, ou en tout cas jusqu'à 250 km/h, et où il n'y a pas plus de morts qu'en France. Donc il y avait ce côté un peu arrêter d'embêter les Français. Et en plus, factuellement, au mois de juillet et au mois d'août, vous avez une recrudescence, alors certes de la dégradation des radars, mais vous avez surtout une recrudescence des flashs. En fait, les Français ont un peu du mal à s'habituer à cette mesure. Dans les départements qui ont été testés, le nombre de flashs et de contraventions établis ensuite a été multiplié par 2. Donc c'est un espèce de ras-le-bol sociétal, mais aussi un ras-le-bol fiscal. Mais est-ce que ça justifie pour autant le vandalisme quand même? Écoutez ce que disait l'association 40 millions d'automobilistes sur notre antenne ce matin. C'est un symptôme du ras-le-bol des automobilistes. C'est-à-dire qu'on leur met toujours plus de pression, toujours plus de répression, toujours plus de taxes sur l'essence, sur le stationnement, etc., sur le contrôle technique et autres. Et donc, au bout d'un moment, ils en ont marre. Et quel est évidemment l'objet de leur colère? C'est les radars qui ont crépité quand même deux fois plus depuis le 1er juillet. Hein, il faut le savoir. 2 fois plus, c'est quand même beaucoup. Vous comprenez ça? Mais ce qui est vrai dans ce qu'il dit, c'est que les Français se voient imposer par ces nouveaux flashs qui ont doublé une nouvelle taxe. On a l'impression de payer un nouvel impôt finalement, un nouvel impôt de la route. Et à condition d'être flashé. À condition d'être flashé, évidemment, à condition de ne pas être dans les règles, évidemment. Mais la réalité, c'est que je pense que ça peut arriver à tout le monde d'être flashé en voiture, ça peut arriver à tout le monde d'avoir un excès de vitesse, surtout que la règle a changé récemment. J'imagine bien que tous les Français sont conscients de ces règles, mais ça peut arriver par de mauvaises habitudes de se faire flasher parce qu'on était habitué à 90 et pas à 80. Ouais. Donc la réalité, c'est qu'on impose une nouvelle taxation finalement aux Français qui se disent on paye déjà peut-être suffisamment d'impôts, on a l'impression de nourrir encore plus les caisses de l'État pour un résultat finalement qui est que les routes ne sont pas en meilleur état, que la police n'a pas de meilleur équipement, que les hôpitaux sont toujours aussi en difficulté. Donc il y a cette impression, cette incompréhension de se faire rafler un peu de l'argent sans en voir les conséquences immédiates, les conséquences concrètes. Mais tous les deux, vous avez l'air de comprendre. On parle de vandalisme. Non, quand même. On ne cautionne pas. Je pense que notre ami comme moi, on ne cautionne absolument pas
Le vandalisme, personne ne peut cautionner le vandalisme, surtout dans la mesure où c'est des matériels publics, et donc c'est leurs impôts, une fois de plus, qui seront mis à contribution, pour rénover les radars, donc c'est un cercle assez vicieux, donc en soi, personne ne peut cautionner le vandalisme, mais on peut comprendre, comme toujours, le ras-le-bol des Français, et notamment des automobilistes, qui, oui, depuis, notamment, je pense à ceux de la ville de Paris, qui souffrent d'une législation qui n'est pas forcément favorable. Bien évidemment, attendez, c'est pas moi qui vais défendre le désordre public et la désobéissance civile. Ça ne vous ressemblait pas quand même, un petit duel de Lille, c'est sûr. En revanche, ce qu'on peut essayer d'expliquer, c'est le mécanisme qui conduit à effectivement cette recrudescence, puisque votre reportage l'a dit, 4 fois plus de vandalisme cet été. Alors pourquoi ? Ça a été mal expliqué. Enfin, c'est aussi au rôle de la puissance publique de faire en sorte de créer les conditions de cette non-désobéissance civile. La politique, c'est aussi de la pédagogie, c'est aussi des bonnes justifications. Et là, on l'a expliqué tout à l'heure, et notamment, il y a un élément que je n'ai pas donné, mais les études qui montrent l'utilité de la baisse de 10 km/h sur certaines portions de route de la vitesse autorisée ne sont pas très probantes en termes de résultats. On verra si cette baisse de limitation de vitesse sera quand même, aura un impact sur les chiffres de la sécurité routière, mais ça, il faut quelques mois pour s'en rendre compte. On va juste parler des Bleus de l'équipe de France, sacré champion du monde, vous le savez, il y a un mois maintenant. Ils vont recevoir la Légion d'honneur. Eh bien, surprise, un maire d'une petite commune de Haute-Saône demande aux plus jeunes des joueurs de refuser la distinction. Catherine André. Les joueurs de l'équipe de France, accueillis en véritables héros après leur victoire en Russie. Une descente triomphale des Champs-Élysées et puis une garden party organisée par le président de la République dans les jardins du Palais. Merci d'avoir apporté cette coupe. Merci de nous avoir rendus fiers. Après leurs exploits au mondial, le chef de l'État s'est engagé à remettre aux champions du monde la Légion d'honneur. Mais un maire d'une petite commune de Haute-Saône leur demande de renoncer à recevoir cette récompense. Il vient d'adresser une lettre aux 3 plus jeunes champions de la sélection, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Kylian Mbappé, le chouchou du public. L'élu leur rappelle que le centenaire de la Première Guerre mondiale approche et leur demande de ne pas accepter la Légion d'honneur pour rendre hommage à tous les jeunes morts sur le champ de bataille sans avoir reçu de médaille. Je ne leur dis pas, vous ne le méritez pas, parce que bien d'autres l'ont eu, que ce soit dans le showbiz des chanteurs ou même un prince saoudien, je veux dire. Mais rendre cet hommage aux poilus qui ont sacrifié leur jeunesse finalement dans des tranchées, dans un conflit, on ne va pas faire l'histoire, hein, mais au moins rendre cet hommage-là à tous ces jeunes combattants, ce serait extraordinaire de leur part. L'élu affirme être persuadé que les champions du monde répondront à sa lettre. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? C'est une bonne initiative ? C'est une bonne initiative. Alors par contre, je ne comprends pas pourquoi il demande seulement aux plus jeunes. Parce qu'il pourrait demander à la globalité de l'équipe de France de le faire. On peut comprendre et entendre son argument. Surtout que la Légion d'honneur, il faudra rappeler ça dans son contexte historique. Napoléon l'a créé et fait « je devrais récompenser mes soldats et mes savants ». Donc l'idée, ce n'est pas une médaille que militaire à l'époque, c'est une médaille aussi pour récompenser la société civile, les talents de la société civile. Alors il pensait évidemment à la recherche scientifique, donc aux savants. Il est vrai que les joueurs de l'équipe de France sont ni soldats ni savants. D'ailleurs, c'est marrant parce que Olivier Giroud lui-même avait fait une interview, je crois, après la victoire, pour dire qu'il ne méritait pas la Légion d'honneur et que les soldats qui se battaient sur les fronts de la France le méritaient davantage que lui. Donc c'est marrant, c'est Olivier Giroud qui avait donné le premier ton, finalement, de ce refus de recevoir la Légion d'honneur. Ça le mettait mal à l'aise. Ça le mettait mal à l'aise, ce qu'on peut comprendre, et ce qui est tout à fait louable de sa part. Et on peut comprendre en effet que ce sont des sportifs de haut niveau qui ont fait rêver la France, que les Français ont aimé, que les Français aiment toujours évidemment de par leur exploit. Est-ce que ça mérite pour autant la Légion d'honneur ? Alors le maire a dit en effet qu'on l'a donné un peu à tout le monde et n'importe qui. C'est une réalité. Malheureusement, c'est pas parce que la Légion d'honneur s'est dévaluée au cours du temps qu'on doit continuer de la distribuer de manière aussi facile et automatique finalement. Donc c'est pas une distinction qui convient très bien aux sportifs, je pense, surtout qu'ils ont déjà été décorés, j'imagine, pour d'autres mérites. Je pense qu'il existe des médailles pour le sport, il existe des médailles pour les militaires, et la Légion d'honneur, justement, c'est la plus haute distinction de l'État. Elle doit rester à part pour vous. Pardon ? Elle doit rester à part. Elle doit rester un peu à part et vraiment illustrer, et Napoléon avait raison, les militaires et les grands savants et les grands chercheurs. Vous allez nous dire dans quel camp vous rangez. Regardez un peu sur Twitter ce qu'on a pu rechercher avec l'équipe. C'est une initiative effectivement qui divise. Je trouve assez choquant qu'un sportif, si fort soit-il, reçoive la Légion d'honneur. L'honneur de l'équipe de France devrait la refuser. Ou alors, c'est malheureux de voir qu'on veut remettre la Légion d'honneur à des sportifs qui n'ont fait que leur travail.
Eh bien, je suis entièrement d'accord avec ce maire. La Légion d'honneur est une distinction hautement importante qui doit récompenser les actes théoriques. Puis il y en a qui critiquent cette initiative du maire. Et regardez, voici quelqu'un qui est sur Terre pour emmerder ses semblables, franchement. C'est facile. Tugdual, Denis, vous êtes dans quel camp? Moi, je suis dans le camp de ceux qui pensent que les joueurs de l'équipe de France méritent leur Légion d'honneur. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je comprends absolument pas l'argument du maire de pourquoi juste les 3 plus jeunes devraient sacrifier au profit des plus vieux. Mais bon, ça, passons. En revanche, quand on sait aujourd'hui l'impossibilité qu'ont les acteurs politiques, économiques, sociaux, ou en tout cas l'extrême difficulté à créer de la cohésion nationale, et qu'on voit que ce sont des joueurs de foot qui y parviennent, alors c'est peut-être très, très regrettable que ce ne soit pas les premières catégories mentionnées qui n'y parviennent pas, mais c'est un fait effectivement que les joueurs de foot, eux, y parviennent. Et ben oui, à partir du moment où on la donne à d'autres qui sont bien moins au service de la cohésion nationale qu'eux, je ne trouve absolument pas ça délirant que ce soit le cas. J'ai un grand-père qui est militaire et qui, s'il m'entendait, serait un peu offusqué parce que lui a tendance à penser que effectivement il faut avoir servi la France dans des combats difficiles et autrement plus difficiles qu'une pelouse de terrain de football pour mériter la Légion d'honneur, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est une sorte d'évolution de la société. En plus, je trouve que quand même ces joueurs de l'équipe de France là ont fait montre d'un patriotisme assez remarquable, assez sincère, assez enthousiaste, ils l'ont mis en avant, assez renouvelé, ils l'ont mis en avant. On se souvient de ces Marseillaises entonnées toutes les minutes par les joueurs de foot à l'Élysée. En revanche, ce que je me dis, si j'étais Emmanuel Macron, c'est que je ferais très attention au moment de la cérémonie, puisque il a été assez critiqué pour le fait d'avoir un peu préempté les joueurs de foot au moment de leur descente des Champs-Élysées, déjà très rapide, même s'il y avait des raisons de sécurité évidentes, mais aussi de la garden party qu'il y a eu à l'Élysée suite à la descente du bus des Champs-Élysées des joueurs de l'équipe de France. Et là, il faudrait peut-être rendre aux Français cette cérémonie. Alors, je ne sais pas par quelle manière, mais disons que si ça peut se faire ailleurs que dans le huis clos des murs de l'Élysée, ou en tout cas qu'il peut y avoir une espèce de communion ensuite populaire, ça serait pas malvenu. Un petit signe, un geste envers ces supporters qui avaient été extrêmement frustrés, effectivement. On passe à vos coups de sang et coups de foudre. Un coup de sang du côté d'Olivier Gracia aujourd'hui qui concerne François Hollande. Oui, c'est François Hollande. Alors après, on ne sait pas si c'est fake ou pas, de ces fameux tracts qui sont distribués sur les marchés Hollande 2022, mais on imagine qu'il s'y prend aussi à y croire, il le dit dans les médias. En effet, les ventes de son livre sont excellentes, à ce que l'on entend, mais dans ces cas-là, Houellebecq, Zemmour et Onfray pourraient être aussi président de la République. Ce qui est un peu décevant, c'est de voir que Hollande, aujourd'hui, est dans une réaction systématique à Emmanuel Macron. Il est là toujours prompt à dire Macron n'est pas le président des riches, mais le président des très riches. Il avait dit ça dans Quotidien. Donc on a l'impression qu'il essaie de se refaire une place en politique. En plus, il profite du fait que le Parti socialiste est en miettes, qu'Olivier Faure n'existe pas politiquement. Mais finalement, est-ce que les Français ont envie de revoir François Hollande un jour au pouvoir, lui qui a tant déçu, qui a tant manqué à la fonction présidentielle, au symbolisme de la fonction présidentielle, que Emmanuel Macron entend réinvestir justement. Donc ça se demandait que finalement la politique n'est plus ce monde-là. François Hollande arrive trop tard, on a l'impression d'entendre, comme Nicolas Sarkozy à l'époque qui croyait à son éternel retour, aujourd'hui il s'est fait une raison de par ses différentes défaites. Donc est-ce qu'il ne serait pas plus humble justement de renoncer à cette vie électorale, de ne pas arrêter de commenter la vie politique, mais de renoncer de manière digne à la vie électorale pour laisser le choix aux Français de nouvelles têtes. Ça vous interpelle en tout cas. Un coup de foudre du côté de Tugdual, Denis, à George Orwell. Oui, George Orwell, alors pardon, je suis un peu corporate avec cette une du Point qui apparaît aussi à l'écran, mais pour être très égalitariste, il a aussi fait les bonnes pages du Figaro cet été, qui lui a consacré une série. Alors pourquoi George Orwell? C'est un écrivain britannique qui est d'une brûlante actualité et qui nous montre à quel point ce dont on parlait tout à l'heure est totalement vrai, c'est-à-dire le problème de l'incarnation en politique, le problème du barycentre idéologique des partis, de comment on trouve la juste ligne, comment aujourd'hui on trouve le bon ton pour dépasser les vieux clashs binaires entre la gauche, la droite, entre les marxistes, entre les libéraux, etc. Et en fait, les leçons de George Orwell, c'est des leçons qui doivent interroger et la gauche et la droite. Il interroge la gauche parce que c'est quelqu'un qui était plutôt socialiste à la base, mais qui a confronté sa plume au réel et qui n'avait rien de ce qu'on peut appeler la gauche caviar en français ou des radical chic en anglais, et qui a toujours interrogé la gauche sur son rapport
rapport au réel, qui a vécu dans la misère à Londres et à Paris exprès pour savoir ce que c'était que l'épreuve sociale, et qui a toujours détesté la gauche de salon, et qui interroge aussi la droite parce qu'il a un propos assez universel, et parce qu'il déteste le sectarisme, et que c'est pas un conservateur. Ben voilà, ça donne envie effectivement, puis ça rappelle, et Olivier Gracia est forcément d'accord, que l'histoire est un éternel recommencement, finalement. Merci beaucoup, merci à tous les deux pour ce débat. Restez avec nous, vous retrouvez tout de suite Marie-Aline Mélihy pour le club, l'info en question. C'était votre programme avec aramisauto.com, vente de voitures d'occasion reconditionnées.